Bienvenue sur le podcast de Mickaël Delafosse. Chaque semaine, il abordera l'actualité. Voici le 3e épisode. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour le 3e épisode de votre podcast. Dans un contexte un peu particulier, on sent que dans le pays, il y a une forte crise liée au pouvoir d'achat, à l'inflation, le détroit d'Ormuz paralysé qui inquiète et on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier, vous, pour rassurer les Montpelliérains et de manière plus générale, redonner du pouvoir d'achat ? La crise du détroit d'Ormuz, qui est une des crises géopolitiques majeures du XXIe siècle, a des répercussions sur le quotidien des habitants de la métropole de Montpellier, sur nos compatriotes en France. Le prix de l'essence, le diesel, 2,20 €, 2,30 €, l'essence, 2 €. Enfin, aujourd'hui, le prix de l'énergie dévore la feuille de paye. Et à Montpellier, on a fait un choix de rupture. Dès 2020, c'était ma promesse. Et quand je faisais campagne, je disais « Un jour, le prix de l'essence sera à 2 €, il faut protéger le pouvoir d'achat ». Et nous, on a mis en place la gratuité des transports en commun. Financée comment ? Par la taxe qui s'appelle le versement mobilité de nos entreprises, qui est passée de 92 millions d'euros à 126 millions d'euros en 6 ans, donc ça couvre. Et aujourd'hui, cet effort qu'est la gratuité des transports, ça protège nos concitoyens. On se déplace moins en voiture et donc on fait des économies. Et depuis la crise d'Ormuz, il y a plus 8% encore de fréquentation. Et donc la gratuité des transports, c'est protéger le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat de qui ? Moi, j'entends des gens qui disent « je suis contre la gratuité des transports ». Pour eux, tout va bien dans la vie. Mais il y a une réalité. Il y a quand on travaille à la caisse, quand on travaille dans la logistique, quand on travaille dans le bâtiment, quand on est professeur, quand on est aide-soignant au CHU, quand on est retraité avec petite pension, quand on a une famille, tout ça, ça a un coût. Et ici, on protège. Et à Montpellier, c'est une des grandes fiertés. Avec la gratuité des transports, on protège le pouvoir d'achat face à la variation du prix de l'essence. Puis on développe les transports en commun, 5e ligne, extension de la ligne 1, bus tram, et on agit, on va continuer à agir. Et puis, on a mis en place la mutuelle communale, qui a permis de baisser de 20% la couverture santé complémentaire. Et au mois de juin, je lancerai l'Office du pouvoir d'achat où il y aura la multirisque habitation et on va essayer d'aider les Montpelliérains. Et puis on construit des logements sociaux qui permettent à chaque bénéficiaire d'un logement social de faire une économie par an qui va jusqu'à 4 500 €. Dans quelques temps, on va inaugurer des nouveaux logements pour les étudiants pour protéger les jeunes. Alors, moi, j'entends beaucoup le débat à l'Assemblée nationale, j'entends beaucoup les uns et les autres, mais un maire, le président de la métropole, les élus, ils peuvent agir. Et ici, nous agissons pour protéger le pouvoir d'achat. Et je sais que c'est dur. Moi, tous les jours, vous savez, moi, je viens en tramway, je viens à pied à la mairie, parfois en vélo, je me fais interpeller par des gens qui disent c'est difficile. Et ici, on redistribue et on veille à ce que tout le monde puisse y accéder. Alors, voilà, ça ne règle pas tous les problèmes. Il faudrait des mesures volontaristes au niveau national. Mais ça, ce sera le débat de la présidentielle. Et j'y prendrai toute ma part. Mais l'action que nous menons ici, elle est clairement pour laisser personne sur le côté. Comme la cantine. Vous savez, le coût réel de la cantine, c'est 12 €. Et quand vous êtes au RSA activité, le repas, il est à 50 centimes. Voilà. Et quand vous êtes aisé, moi, j'étais un papa et j'ai les moyens, votre repas, c'est 6,20 €. Voilà. Et donc, la collectivité, la solidarité le prend en charge. Voilà comment on peut... quelques exemples qui montrent l'action pour protéger le pouvoir d'achat, surtout là, quand tout se grippe au niveau international. Et pour les personnes qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture ? C'est une réalité aussi pour certains. Par exemple, nous, à la mairie de Montpellier, on a développé un nouveau jour supplémentaire de télétravail pour que nos agents n'aient pas à faire un trajet supplémentaire pour essayer de le réduire. Tout comme il y a les parkings relais. Et quand on habite la métropole, on bénéficie de la gratuité et on peut venir en transport collectif. Bref,
par tous les moyens, on cherche à agir. Par tous les moyens, on cherche à agir. Pas à commenter, à agir. Donc la mairie et la métropole ont un pouvoir d'action en complément de l'État, en complément du national. Mais elles font peut-être presque plus que l'État aujourd'hui. Je le dis avec le projet de bornes e-totem. Partout, on installe des bornes électriques pour aider les gens à changer de voiture. Moi, j'aimerais que l'État mette en place des bonus pour l'acquisition de véhicules électriques, pour aider à la conversion des véhicules. Parce qu'un plein de voiture, c'est 70 €, un plein à l'électricité, c'est 7 €. Je connais ce chiffre parce que pour faire des économies à la métropole de Montpellier, on a converti les voitures essence en voitures électriques. Et aujourd'hui, ça se ressent sur les économies. Donc, les collectivités territoriales, la ville et la métropole, on doit être très volontariste pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et parce qu'on aime la France et qu'on est écolo, moi je suis un homme engagé sur la question écologiste, eh bien on doit réduire notre dépendance aux énergies fossiles dont le prix, le gaz, le pétrole coûte cher et met la souveraineté de la France dans une situation de fragilité où on est dépendant du régime des mollahs en Iran, des velléités de M. Tebboune en Algérie, du gaz de M. Poutine. Enfin voilà, la France, ça ne peut être un grand pays que si c'est un pays souverain. Très bien, à tout niveau, on peut agir de manière très structurelle pour changer le quotidien des habitants. En parlant, on va dire, d'argent et de finances, il y a eu la semaine dernière le débat d'orientation budgétaire au Conseil de métropole. Demain, l'Assemblée métropolitaine sera amenée à voter le budget pour la métropole. La presse locale s'est fait écho d'une augmentation de la taxe foncière la semaine dernière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de cette augmentation ? Bien sûr. À la ville, stabilité des taux d'imposition, on a voté le budget, 52,63. À la métropole, si vous regardez sur votre feuille d'impôt, la fiscalité est quasi inexistante en faveur de la métropole, hormis la TOM et la GEMAPI. À Toulouse, dans la métropole de Toulouse, le taux est de 13%. Et nous, la métropole de Montpellier, qui possédons 15 piscines, 15 médiathèques, qui finançons une politique sportive qui provoque de la ferveur. Nous aidons à hauteur de 800 000 € notre équipe de volley, 900 000 € notre équipe de basket féminin, le MHR à hauteur de 1,4 million, comme le hand, comme le foot, notre politique culturelle, l'entretien des voiries, les hommes et les femmes qui prennent soin de la voirie, des espaces verts sont financés par la métropole. Eh bien, nous n'avons pas de recettes. Ou plutôt, nous n'avons comme seule recette la contribution des communes qui a été arrêtée en 2015, mais les dépenses, elles flambent sous le coût de l'énergie. Et nous perdons les baisses de dotation de l'État. Vous savez, l'État a demandé des efforts aux collectivités, nous les avons faits. Mais aujourd'hui, il continue à demander à faire des efforts aux collectivités qui créent l'équation suivante. Soit nous faisons les efforts et nous fermons des services publics, soit nous maintenons l'offre de services publics et nous continuons à développer le territoire. Et le choix des élus a été de dire on maintient l'offre de services publics. Et ça nous conduit à créer, quand c'est 13% à Toulouse, une fiscalité métropolitaine dont le taux sera à 5,8. Alors je mesure qu'évidemment, c'est un effort pour le contribuable. De quelle ampleur est-il ? Pour un propriétaire, il ne concernera que les propriétaires fonciers. Et si vous possédez un T3 à Montpellier, eh bien, vous serez autour de 7-8 € par mois. C'est-à-dire moins qu'un paquet de cigarettes chaque mois. Quand vous êtes propriétaire d'une maison d'environ 100 mètres carrés, vous serez autour de 10 € par mois. Moins qu'un paquet de cigarettes. Si vous possédez un très grand bien foncier, là, l'effort sera autour de 15 à 18 € par mois, un peu plus qu'un paquet de cigarettes. Et donc, cette contribution, elle va nous permettre de continuer à préserver nos services publics. Parce que nos services publics, ils ont de la valeur. Et le choix que les élus du Conseil de métropole
a été, lors de ce débat d'orientation budgétaire, a été de maintenir les services publics. Je leur ai d'ailleurs posé la question. Dites-moi quel service public vous voulez fermer. Personne n'a fait de proposition. Et d'ailleurs, souvent, les habitants de la métropole disent qu'il faudrait plus. Et ils ont raison. Et c'est pour ça que nous allons continuer, notamment sur l'est de la métropole, à développer le bus-tram, sur l'ouest de la métropole, à développer les bus-tram pour répondre au coût de l'énergie et permettre aux jeunes de pouvoir accéder. Et les services publics, ils ont de la valeur. Ils ont une valeur affective, ils ont une valeur sur laquelle on est heureux de se retrouver, et puis ils ont aussi un coût qu'il nous faut collectivement supporter. Donc cet effort sera demandé une seule fois, et puis en 2030, parce que nous aurons travaillé ardemment sur la gestion des déchets, eh bien là, il y aura une baisse de 10% de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc là, l'effort qui est demandé, c'est préserver nos services publics, et en 2030, sur la feuille d'impôt, il y aura une baisse de 10% de la TOM grâce au CSR. Et moi, je souhaite que l'État arrête de demander des prélèvements aux collectivités parce que sinon, on casse la machine à investissement, on casse les services publics du quotidien. Je le dis aussi, les collectivités, la métropole, la ville de Montpellier, nous allons continuer aussi à faire des économies ardemment. Nous en avons fait en passant de 0% à 40% la flotte à l'électrique. C'est des économies sur l'énergie. Nous allons lancer un grand plan de cession de bâtiments qui coûte cher en entretien, en énergie. Nous allons continuer à travailler sur la rationalisation du service public parce que si un effort est demandé aux habitants, aux propriétaires fonciers en l'occurrence, eh bien il doit y avoir aussi des économies de gestion. C'est indispensable et ça doit aller de pair. De la même manière que nous allons continuer à muscler la lutte contre les incivilités, parce que quand vous jetez vos déchets par terre, eh bien, il y a toujours un bon samaritain qui est un agent public qui doit les ramasser. D'où l'usage des caméras, d'où l'usage de la police métropolitaine des transports et de l'action coordonnée de nos polices municipales pour verbaliser ces contrevenants parce que derrière, ça coûte cher de ramasser les merdes. Pardonnez-moi d'être grossier et c'est le contribuable qui paye. Donc chacun doit aussi assumer la responsabilité. Je veux enfin l'indiquer, beaucoup de métropoles sont confrontées au même choix que le nôtre. Parce que l'État demande un effort très conséquent aux métropoles, celle de Marseille, celle de Metz. On a suivi le débat d'orientation budgétaire et on sent que dans d'autres métropoles, c'est les mêmes difficultés. Mais je crois qu'il est important, les élus du territoire ont la conviction qu'il faut préserver les services publics. Et donc nous demandons un petit effort pour que chacun y contribue. Et je veux le rappeler, pour un propriétaire foncier d'un appartement, environ 7 à 8 euros par mois. Une maison, environ 10 à 12 euros par mois. Je veux le dire aussi, c'est les propriétaires qui vont contribuer à cet effort et nous sommes très attentifs à ce que leurs biens prennent de la valeur ou ne perdent pas de valeur. Et les chiffres sur la métropole montrent que les prix de l'immobilier, les prix des biens ont continué à progresser, ce qui d'ailleurs pose d'autres problèmes pour beaucoup de nos concitoyens pour se loger. Mais il est très important qu'on soit attentif à ça et même si je mesure que ça apparaît parfois difficile, la discussion du nouveau pacte financier et fiscal eh bien, nous conduit à cette décision. Est-ce que ces nouvelles recettes vont permettre de financer des investissements comme ceux qui ont été très marquants pendant votre premier mandat ? D'abord, il y aura des investissements, mais on va faire moins d'investissements parce qu'on a beaucoup investi pour rattraper le retard passé. Enfin, moi, j'ai eu l'honneur d'être élu en 2020, mais j'étais sidéré du nombre d'investissements qui avaient été ajournés alors que nécessaire. Souvenez-vous, la connexion à la gare sud de France. Montpellier et sa métropole étaient la risée du pays. La ligne 5, elle aurait été faite en 2017 comme promis. Eh bien, nous n'aurions pas eu les surcoûts liés au choc énergétique de 2022-23 après la guerre en Ukraine.
Donc nous allons retrouver un niveau normal d'investissement. Là, on était à 400 millions, on va tomber à 200 millions, pas parce qu'on investit moins, mais parce qu'il faut retrouver un niveau serein pour être sérieux sur le plan financier. Et les investissements qui vont être faits, eh bien, ils ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie, en particulier pour les communes de la métropole, pour améliorer l'offre de transport en commun, contribuer au rayonnement et au développement économique du territoire pour soutenir l'emploi, pour continuer à protéger les habitants du risque inondation, qui est une des vulnérabilités majeures, et poursuivre nos efforts en matière de sécurité. Je pense là aux 20 millions d'euros que la métropole consacre pour financer nos pompiers, aux 3 millions pour la police métropolitaine des transports, pas en investissement, là, en fonctionnement. Et ces coûts-là sont des coûts qui sont supportés par la métropole et dont chacun s'accorde à dire qu'ils sont absolument indispensables. Monsieur le maire, la semaine dernière, vous aviez annoncé un nouveau système dans lequel ceux qui nous écoutent peuvent poser des questions sur vos réseaux sociaux. Nous avons eu beaucoup de questions pour cette première semaine, très, très intéressante pour Montpellier et son quotidien. Je vais commencer par la question de Christelle. À quand un arrêt de tram 15 à Saint-Lazare pour aller vers Saint-Éloi ou revenir de la gare ? Alors, il y a eu un changement du réseau de bus et de tramway après le 20 décembre, le lancement de la ligne 5 de tramway. Donc, on est en train d'opérer des connexions sur le réseau. Et donc, il y a des usagers qui nous écrivent parce que voilà, la copie n'est pas parfaite. Et donc, on a opéré une première correction en assurant une desserte de l'avenue Parguel, plan des 4 seigneurs. Et puis, à l'horizon de septembre, il y aura d'autres corrections. Et je connais bien ce sujet-là qui nous a été remonté. Donc, on travaille avec les équipes de la TAM. Très bien. Chazid nous interroge à quelle date sera mise en service la deuxième ligne du bus tram ? Alors, d'abord, les priorités du réseau de bus tram, ça va être de prolonger la bus tram A de Sablassou à Castries pour desservir les communes de Vendargues, les communes du Cress. Et donc là, on est sur un horizon fin 28. Et puis, à l'ouest, pareil, fin 28, de l'arrêt Genevois, qui entre en travaux avec la réalisation du contournement ouest de Montpellier, qui améliorera la circulation automobile, La Vérune, Pignan, Cournon-Terral, Cournon-Sec. Et donc là, on est aussi sur un horizon fin 28 et ça va être des investissements portés par la métropole. Et à la fin de la décennie, donc à partir de 2029-2030, eh bien là, la bus tram 2, qui est l'actuelle ligne 15, va faire l'objet d'un réaménagement. Et puis ensuite, la bus tram numéro 3 vers le quartier des Hauts-de-Massanes et la 5 vers ICM et Grabel. Mais là, on est plutôt sur un horizon 2032-2033. Vous avez ainsi répondu à la question de Léo. Est-ce que les 5 lignes de bus tram seront réalisées avant la fin du mandat ? C'est l'engagement qui est le mien. Et donc, on va mener ces projets-là. Néanmoins, on va faire très attention à la conjoncture financière. Parce que nous savons que l'État peut nous demander d'importants efforts. Nous demandons un effort aux contribuables, environ 7 à 8 euros pour le propriétaire d'un T3, l'équivalent, les 2 tiers du prix d'un paquet de cigarettes par mois pour financer. Donc le réseau va se déployer, mais on devra faire très attention aux finances. Je me dois d'être prudent, même si je sais l'impatience de chacun des usagers des futurs bus tram. Mais l'idée, c'est qu'à la fin du mandat, 5 lignes de tram, 5 lignes de bus tram. Toujours sur les transports, une question de Mimiloud 06. Est-ce que la ligne de tram 3 ira un jour jusqu'à la mer ? Mon engagement, ma promesse, c'est de faire sortir le tramway de la métropole. Mais pour ça, il faut que j'ai une discussion avec le président de l'autre intercommunalité pour avoir son accord. Parce que le tramway, comme le bus tram, ne se fait que sur le territoire de la métropole, qui est AOM. Que veut dire AOM ? Autorité organisatrice des mobilités. Et donc, il faut que j'ai l'accord du président Rossignol, chose que je vais essayer d'aller conquérir. Donc, soit l'aéroport, soit vers la mer,
ce sera une discussion, mais aujourd'hui, il s'arrête à la limite de la métropole par le bus. Donc cette discussion-là aura lieu. Et je sais bien que c'est un enjeu pour les habitants de ce territoire, parce qu'ils n'en peuvent plus d'être dans les embouteillages, et les habitants de la métropole, eh bien, qui sont des grands fervents utilisateurs du tramway. Marc, à ce propos, vous demande, y aura-t-il une 6e ligne de tramway ? Eh bien, je sais qu'à Montpellier, on est très fiers de nos trams, mais pas dans ce mandat. Parce qu'il faut, en responsabilité pour nos finances, et puis il faut qu'on respire un peu après la grande phase de travaux. Donc, il n'y a pas de 6e ligne en projet durant ce mandat. La priorité, ce sont les bus trams d'une part, et de faire sortir le tram de la métropole. Mais dans ce mandat, il y aura des études sur la suite du tramway, mais cette fois-ci à l'horizon 2033-2040, car la responsabilité d'un maire, c'est de voir loin et de préparer les dossiers futurs pour le territoire. Un dossier de long terme qui nous est amené par Cathy Plot. Y a-t-il un projet pour modifier le rond-point du Zénith ? Alors, très bonne question. Ce que moi je souhaiterais, c'est que l'actuelle autoroute A709 devienne à terme un boulevard urbain. Ce qui nous permettrait de faire de nouvelles branches, notamment à Odysseum, à Fabrègues, de changer la réglementation pour réaménager le rond-point du Pré d'Arène et le rond-point du Zénith. Alors quand je dis ça, je dois paraître très mystérieux pour ceux et celles qui m'entendent, mais là on a un gros sujet autour de cette infrastructure routière qui est sous statut autoroutier qui nous empêche de faire les travaux. Donc dans la discussion qui a lieu actuellement avec l'État, avec la région, sur le service express régional métropolitain, ça fait partie des dossiers que je défends comme président de la métropole. Donc je veux répondre à cette auditrice en lui disant que nous avons bien en tête le sujet, qu'il commande beaucoup d'études techniques, de lever beaucoup de montagnes et j'oserais dire aussi beaucoup de freins bureaucratiques, mais je l'ai bien en tête. L'autre grand enjeu sur cet axe, c'est de faire la LGV entre Montpellier et Béziers, ce qui permettrait de cadencer le TER et notamment pour permettre d'avoir un TER tous les quarts d'heure entre Sète, Frontignan, Mireval, Villeneuve-les-Maguelones, Gare Saint-Roch de Montpellier, Baillargues, Lunel, Nîmes, ce qui est le projet du grand RER du littoral pour améliorer aussi les alternatives au déplacement automobile. Mais il faut être très conscient aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser leur voiture et donc travailler sur des solutions. Mais je dois être très transparent, ça ne serait pas dans l'année. Il faut beaucoup de temps parce que dans notre pays, sur ces sujets-là, il y a beaucoup de formalités administratives qu'il faut surmonter. Sujet non moins important qu'est l'éducation. Pourquoi fermer une classe de l'école Marie Curie ? Ça relève d'une décision qui est celle de l'éducation nationale. Nous finançons le bâtimentaire scolaire, les aménagements autour de l'école et les personnels de cantine, les ATSEM. Je voudrais rappeler que la norme, la loi dit une ATSEM ou un ATSEM par classe de maternelle. Nous veillons à ce qu'il y en ait un par classe. Donc c'est une décision éducation nationale. Et nous construisons dans le secteur de l'école Marie Curie. Nous avons livré le nouveau groupe scolaire Jules Isaac à Saint-Roch et un nouveau est en construction, Chevalier de la Barre Rosa Bonheur, à côté du collège Croix d'Argent. Movitelli change de sujet pour parler maintenant des arbres. Pourquoi n'y en a-t-il aucun sur la préfecture ? La place de la préfecture. C'est très simple. Chaque fois que nous pouvons planter des arbres, nous le plantons. Mais qu'est-ce qu'il y a à place de la préfecture ? Il y a un parking. Et donc, pour planter des arbres, c'est soit supprimer des places de parking, et y compris techniquement réaménager le parking. Donc les arbres qui ont été plantés devant la préfecture et devant la librairie Gibert, eh bien c'est là où nous pouvions les planter. Chaque fois que nous le pouvons, nous plantons. Quels sont les obstacles à la plantation ou à la désimperméabilisation des sols ? Parking ou réseau souterrain, gaz, eau potable, assainissement, fibre optique. Parce que parfois, quand on plante et que le système racinaire s'empare des réseaux souterrains, fuite de gaz, mise en danger des personnes. Donc sur la place
de martyrs de la résistance, c'est les grands jets d'eau. Et c'est partout où nous pouvions planter, nous avons planté. Et enfin, pour finir ce 3e podcast, Sophie Léger demande comment Montpellier soutient la culture. Je crois que Montpellier est une des villes de France qui se distingue en faveur de la culture. On a pu voir que l'extrême droite, arrivant au pouvoir, supprimait des festivals à Vauvert, Jazz à Junas, des programmations d'exposition. Il y a plein d'endroits où les manifestations autour du livre, faute de budget, ferment. Par exemple, à Bron. Eh bien, à Montpellier, ici, malgré toutes les difficultés financières que rencontrent les collectivités, eh bien, nous préservons nos festivals, leur budget, les moyens qui leur sont alloués. Et une partie du choix de fiscalité qui est demandé aux propriétaires par la métropole, eh bien, c'est un des leviers aussi pour préserver l'offre culturelle. Nos 15 médiathèques, nos équipements culturels qui concourent au rayonnement, mais aussi les équipements sportifs, nos 15 piscines, les grandes manifestations sportives qui se tiennent. Aucune ne se finance sans l'argent public. Et donc, c'est un vrai choix de la part des élus. C'est une conviction très forte qui est la mienne, parce que je pense que si nous reculons sur la culture, eh bien, nous voyons bien le terreau fertile pour le fascisme, pour l'extrême droite, pour le populisme. Et puis, notre territoire, il doit contribuer à émanciper, à élever, à faire que nous nous retrouvions, nous partagions. Montpellier se distingue, c'est une ville incroyable. Quand on arrive gare Saint-Roch, on sort et qu'est-ce qu'on voit? Des trams designés. C'est la seule ville du monde où des œuvres d'art vous transportent. Quand vous marchez sur l'esplanade, on vous invite ici, salle Rabelais, où les universitaires tiennent conférences, au musée Fabre, ou au pavillon populaire, ou à la salle Dominique Bagué, de l'Opéra Berlioz. Vous pouvez aller à pied à l'Opéra Comédie. Eh bien, c'est autant d'éléments qui sont indispensables. Et j'entends faire de Montpellier une ville de résistance sur la question de la culture, tant aujourd'hui elle est malmenée dans notre pays, ce qui est absolument dramatique, alors qu'elle nous rassemble, alors qu'elle nous élève, alors qu'elle nous unit. Merci Monsieur le maire, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.